Voilà, nous sommes déjà en direct. Bon après-midi à tous et merci de nous rejoindre pour le 43e épisode de notre podcast, Les coulisses du BTP. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec Fabienne Chouli autour du thème éco-construction, concilier bâtiment et développement durable. Alors, avec elle, nous allons débattre autour de cette thématique assez intéressante et je pense que cela va édifier plus d'un. Alors, Fabienne est ingénieure thermique et construction durable. Bonjour Fabienne et bienvenue Bonjour, dans les bonjour coulisses. Karine. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Et toi-même? Je vais très bien, merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais essayer de détailler un peu, de dresser ton parcours. Question pour les internautes de connaître un peu avec qui on va échanger cet après-midi. Mhm. D'accord. Alors, Fabienne est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil qu'elle a obtenu à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Elle se spécialise ensuite en aménagement et construction durable à Centrale Supélec en France. Elle débute sa carrière professionnelle en 2019 et travaille en tant qu'ingénieure de suivi et contrôle de la construction de l'Institut Saint-Jean de Yaoundé. Fabienne va travailler ensuite pour le compte de l'atelier Franck Boutet Consultant où elle porte la casquette d'ingénieur d'études spécialisée dans la conception bioclimatique. Depuis 2023, elle travaille dans un bureau d'études environnement en France. Il faut préciser aussi que Fabienne est la fondatrice de EcoBuilder International, qui est une entreprise camerounaise engagée dans la construction durable des bâtiments et des territoires résilients afin de repenser la manière de construire et d'agir. EcoBuilder vient répondre aux réalités climatiques en transformant durablement les bâtiments et les tissus ruraux et urbains. Voilà pour le parcours de Madame Fabienne. Très beau parcours déjà et félicitations pour ce beau Merci, parcours. Et merci, je vous souhaite de belles choses pour la suite. merci. Alors, je me rends compte que vous avez été titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil d'abord, avant de vous spécialiser en aménagement des constructions durables. Pourquoi vous avez fait ce choix de basculer d'ingénieur en génie civil à se spécialisant dans ce domaine-là? Euh, le choix, je l'ai même fait depuis... Bon, déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. D'accord. C'est, c'est très intéressant pour moi. C'est la première fois que je me prête au jeu d'une interview où je peux Ouais. partager un peu ce que je fais, ce qui me passionne au quotidien. Donc, c'est très intéressant pour moi. L'exercice est très intelligent, très intéressant. S'agissant de mon parcours, le choix de me spécialiser en aménagement et construction durable, il s'est Ouais. fait depuis que j'ai engagé mon cycle de spécialité à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Parce que Oui. le cursus ingénieur, c'est en 5 ans où on fait 2 ans de tronc commun, on fait des maths, Oui. maths spé, physique, avec tout ce qui touche à l'informatique. Mais D'accord. après, on a la possibilité de choisir une filière de spécialité. Il y a plusieurs départements, mécanique, informatique, génie civil. Et justement, ce qui, moi, m'a le plus intéressé, c'est le génie civil parce que pour moi, l'impact était plus tangible lorsqu'on se dit on est capable de construire une maison pour quelqu'un, on est capable de faire des choses qui seront très tangibles et Oui. visibles même pour répondre à un des premiers besoins de l'homme. Ça veut dire En effet. se protéger, avoir un toit où vivre. Donc, quand moi je commence sur mon cycle de 3e année, moi je suis très vite interpellée par les sujets d'assainissement, tout ce qui est architecture parce que ça m'a un peu beaucoup dérangé la manière dont on construit chez nous localement et je me suis toujours interrogée pourquoi on ne peut pas faire autrement, pourquoi on ne construit pas avec la terre. D'ailleurs, le cours qui m'avait le plus intéressé en 4e année, c'était construction terre avec une de nos professeurs qui est vraiment très engagée dans ce sujet-là, Madame Mandja, qui est aujourd'hui chef de département de génie civil à Polytechnique. Et donc, moi, c'est dès lors que j'ai commencé à me dire, ah oui, il faut que je fasse absolument quelque chose qui sera utile, pas juste couler du béton pour couler, mais il faut que ça ait du sens. Et donc, j'ai commencé à me poser plein de questions dès ma 3e année. Avec les années qui passaient, j'ai trouvé plusieurs informations.
C'est vrai que la formation de génie civil, c'était pas que du calcul de structure du béton. Il y avait plein de matières connexes comme l'architecture, tout ce qui est environnement et planification urbaine. C'est vraiment, c'était des matières qui n'avaient pas une grande proportion dans le cursus. Mais on a quand même abordé ces sujets-là. Et moi, je me suis dit, je veux creuser, je veux aller plus loin, gestion des déchets, je veux voir de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'après l'obtention de mon diplôme, j'ai cherché un moyen de me spécialiser dans ce Oui. domaine-là. Donc, voilà un peu. D'accord, Mm. c'est un beau parcours et je pense que c'est quand même assez rare, je vais dire, hein, de ce qu'on connaît déjà. C'est pas très très répandu, ce genre de spécialisation. Moi-même là, je sens que je vais bien apprendre au cours de cette spécialisation. D'accord. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous rappelons que la thématique, c'est éco-construction, concilier bâtiment et développement durable. Mm. Alors, déjà, c'est quoi l'éco-construction? De façon basique pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsqu'on va demander, on va poser cette question à quelqu'un, une personne lambda, la personne va dire oui, c'est construire en briques de terre. Parce que c'est ce qui est communément connu chez nous. On va dire oui, tu veux construire les maisons du Oui, village. En fait, oui. c'est l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, il faut qu'on essaie de présenter la chose d'une meilleure manière aux gens pour qu'ils comprennent un peu de quoi il s'agit. Donc, on parle d'éco-construction. Tout simplement, c'est construit durablement. Et derrière le mot durablement, il y a une notion de temporalité. Ça veut dire qu'on veut que la maison tienne sur le long terme. Quand on dit tenir sur le long terme, ça veut dire prendre conscience des réalités de l'environnement et du contexte dans lequel la maison va s'inscrire. Et aujourd'hui, on a tous les sujets de changement climatique. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si on construit une maison, comment est-ce qu'elle va tenir sur du long terme? Comment est-ce que les personnes qui vont y habiter seront confortables, en bonne santé, seront à l'aise et tout. Donc, c'est ce genre de questions qu'on essaye d'adresser lorsqu'on dit on veut construire une maison durable, on veut construire une maison écologique. Donc, il y a ce sujet de temporalité qui va à l'échelle actuelle jusqu'à l'échelle, je sais pas, de 100 ans où on se dit, oui, comment est-ce que la maison va permettre aux habitants d'être dans de bonnes conditions. Et après, il y a plein d'autres notions qui tournent autour. Intégrer le bâtiment dans son contexte en tenant compte du climat, ne pas impacter l'environnement parce que Oui. grosso modo, on se dit la terre, elle nous accueille aujourd'hui. Donc, si je la dégrade aujourd'hui, demain, je n'aurai pas de quoi vivre. Donc, essayer de mettre cette nouvelle construction qui est une création de l'homme dans l'environnement sans dénaturer tout ce qu'il y a autour, en puisant au maximum les potentialités du contexte et faire en sorte que, oui, tout soit bien intégré et que derrière, tout le monde soit bénéficiaire. Et je sais pas si, peut-être, je n'ai pas très bien expliqué, je suis un peu très dans les gros termes, mais je pense que, On va avancer. d'accord, on va peut-être Ils vont bien préciser des choses. comprendre. Oui, oui, en effet. Alors, comment est conçu généralement ce genre de maison d'habitat? Qu'est-ce qui Ah, fait la construction? Ouais. comment c'est construit? Bon, lorsqu'on veut se dire qu'on fait une maison durable, Ouais. premier élément à prendre en compte, c'est être le plus simple possible, le plus frugal possible. J'essaye de capitaliser sur ce que j'ai dans mon contexte, dans mon environnement. Je regarde autour de moi qu'est-ce que j'ai en termes de matériaux, en termes de climat, qu'est-ce que la nature a à me proposer et comment est-ce que je peux tirer profit de ça pour pouvoir être dans des conditions favorables. Si je suis dans un contexte où le climat n'est pas forcément à ma faveur, donc peut-être en zone tropicale chez nous, où des fois il fait très très chaud, comment est-ce que je fais pour que à l'intérieur de ma maison je sois confortable sans pour autant trop heurter l'environnement autour de moi. Et derrière, c'est une notion qui est peut-être abstraite encore pour la plupart d'entre nous, c'est le carbone. Les émissions de carbone, aujourd'hui, on prend des degrés à l'échelle de la planète parce que il y a ce qu'on appelle l'effet de serre. Plus on émet du carbone, plus Ouais. il s'engage et puis plus la température va augmenter. Donc, au niveau de toutes les activités qu'on effectue, l'idée aujourd'hui, ça c'est des engagements qui sont même pris à l'échelle mondiale. On veut réduire les émissions. Et quand on se dit on est dans une démarche durable, on essaie de réduire au maximum ses impacts en tirant profit de ce qu'on a autour de soi. Sans, je sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin d'aller importer, je sais pas, de la porcelaine d'Italie pour venir faire quelque chose chez moi, alors que je peux juste creuser, utiliser la terre que j'ai chez moi pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc, concrètement, c'est, par exemple, chez nous, utiliser la brique de terre, utiliser du bois, essayer au maximum de concevoir le bâtiment pour qu'il puisse dépenser le moins d'énergie possible
vu que je n'ai plus besoin de rajouter de la climatisation quand il fera trop chaud, parce que j'aurais pensé mon bâtiment de telle sorte que le rafraîchissement puisse se faire, les vents dominants vont aérer, balayer ma maison. Donc, je réduis au maximum le surplus que j'ai besoin d'ajouter. Et ça, c'est généralement ce qu'on fait depuis 50 ans. On ne fait que copier vêtements, ce que en Europe, ils sont mis à mettre en place avec le béton, qui d'ailleurs, c'est avantages à l'ère où on voulait rapidement construire pour répondre aux thématiques d'habitation et d'infrastructure. Le béton, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un matériau qui est même intéressant à étudier, mais derrière, il émet beaucoup. Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera facile à avoir à disposition dans certaines localités. Donc, pourquoi pas s'affranchir de ça et se dire, on tire profit de ce qu'on a en local et on met les choses en place pour que ce soit bénéfique. D'accord, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler de type de maison écologique? Y a-t-il des types ici de maisons écologiques? Les types, je ne dirais pas qu'il y a des types, on ne peut pas forcément les dénombrer parce qu'il y a autant de maisons écologiques qu'il y a de contextes. Parce que, rappelez-vous bien ce que j'ai dit au début, la maison, elle doit s'inscrire dans son contexte. La maison, par exemple, que je vais construire à Garoua, où il fait chaud, où c'est un peu un climat qui est très très sec. J'ai pas fait la même chose à l'est, où il y a les pygmées, où il y a la forêt, c'est pas la même chose. Donc, en fonction de comment est-ce que l'environnement est, et même d'un lieu en ville à un autre, on pourra avoir une maison qui est différente parce que, par exemple, il y aura des masques, donc des bâtiments qui sont autour qui vont créer des effets d'ombre, alors que sur une autre parcelle où il n'y a encore rien, je suis obligée de repenser mon bâtiment d'une autre manière, en m'adaptant à ce que j'ai trouvé sur place, qu'est-ce que je peux proposer. Donc, il n'y a pas forcément de type, mais il y a des personnes qui peuvent, des maîtres d'ouvrage, des personnes qui veulent se construire, qui peuvent mettre un point d'honneur sur certaines intentions. Ça veut dire qu'ils vont peut-être plus se concentrer sur la thématique de, je sais pas, réduction de carbone ou énergie, réduction de l'énergie, ou alors bioclimatisme ou ventilation naturelle. Donc, en fonction de ce que la personne a envie de mettre en avant dans son bâtiment, beaucoup de choses peuvent être déclinées. Et notez bien que tous les sujets sont liés entre eux. On ne peut pas parler d'économie d'énergie en disant qu'on ne pense pas à la ventilation parce que derrière, si je ne ventile pas bien, je n'aurai pas un bon balayage à l'intérieur de mon bâtiment. Et s'il fait trop chaud, ça va poser problème. J'aurais peut-être besoin de mettre de la clim. Tous les sujets sont liés. Et comme j'ai dit, je répète la réponse. Il y a autant de types de maisons écologiques qu'il y a de contextes, qu'il y a de projets. Chaque projet a sa particularité. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner à ça. Est-ce que ça veut dire que on peut construire une maison à 50% écologique et 50% non écologique? Bon, pas 50-50, mais c'est-à-dire pas 100% écologique en fait. Pour moi, quand on dit qu'on fait une maison écologique, c'est toute une démarche, une intention qu'on porte et qu'on veut vraiment mettre en œuvre. 50% écologique, non, 50%, ça dépend. J'ai dit tout à l'heure, la réponse d'avant, ça dépend des thématiques sur lesquelles on veut vraiment travailler. Les sujets réduits, ça peut être un objectif de résultats que le maître d'ouvrage nous donne. Il va dire, je ne veux pas avoir chaud dans ma maison quand en période sèche. Donc, ça veut dire qu'on va forcément travailler sur la thématique de confort. Et là, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place? Et si derrière, il a des contraintes en termes de coût, parce que ça a un coût, tout projet a un coût. Donc, lorsqu'on fait la balise des projets, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour être sûr qu'en termes de confort, il sera bien. Bien sûr, il y a quand même un minima à adresser, mais lorsque l'intention globale est portée et qu'on agit sur les thématiques clés, carbone, confort, bien-être, éviter de détériorer l'environnement. Ça dépend de chaque écologie. Moi, je ne peux pas te répondre en disant oui, non. Parce que pour moi, si un maître d'ouvrage ou une équipe projet se dit je veux porter une intention qui va répondre à une thématique de développement durable, elle est déjà dans une démarche qui est assez intéressante. Donc, c'est bien. Et peut-être, je n'ai même pas précisé, généralement, les personnes sont bloquées. Tout à l'heure, quand je disais la première question,
Quand on demande c'est quoi une maison écologique, les gens vont dire c'est Oui. une maison en briques de terre au village. Mais ce n'est pas que ça. On peut avoir une maison qui est en briques en papin, mais Oui. qui a quand même une certaine... qui intègre un certain nombre de principes. Ça veut dire que l'équipe projet peut-être ne pourra pas s'attaquer à l'utilisation des matériaux locaux, mais peut se concentrer sur la réduction des consommations énergétiques en proposant des équipements qui seront plus performants en termes, je sais pas, au niveau de l'éclairage. On va mettre des LED, on va peut-être proposer de mettre des panneaux solaires pour créer l'énergie, penser la stratégie de récupération des eaux pluviales pour éviter que les gens soient en pénurie d'eau. Parce que là, c'est des sujets qui sont concrets, réels dans nos localités. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, si une équipe projet se dit, en amont, j'anticipe sur tous les sujets qui pourront être difficiles à gérer pour les futurs occupants et je propose des solutions. Et derrière, c'est quelque chose qui est quand même dans une démarche. Moi, l'éco-construction, c'est toute une démarche. C'est pas forcément figé, c'est dynamique. Il y a plein de sujets qui sont connectés et il faut vraiment y aller. Il faut y aller tout doucement. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a une maison ordinaire comme on connaît peut se dire que voilà, je vais réhabiliter ma maison en maison écologique? C'est possible de faire ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Quand on dit réhabiliter la maison écologique, ça veut dire que, comme je reviens à mon sujet, il va porter certaines intentions. Il va dire, disons clairement, aujourd'hui, si un Camerounais veut réhabiliter sa maison, il dit qu'il a une maison écologique, ça dit qu'il aura plus chaud dans sa maison. C'est le premier sujet, c'est notre premier sujet. On aura plus chaud. À Douala, en plein Douala, je veux que dans ma maison, je n'ai plus à mettre une climatisation. Là, il est dans un processus, il a émis un besoin et il se dit, il ne faut pas que dans 50 ans, quand il fait encore plus chaud, j'ai chaud. Donc, je vais résoudre ce problème tout de suite. Donc, c'est possible. Il faudra penser à refaire les isolations en façade, protéger la façade contre l'irradiation, essayer de refaire le balayage de l'air dans la maison. Peut-être qu'il faudra repositionner les ouvertures pour capter les vents dominants et faire en sorte qu'il y ait un bon balayage dans la maison. Il y a plein de possibilités. Et derrière, il peut se dire, OK, je vais aussi agir sur mes consommations, ne plus avoir à payer autant d'argent pour ma facture d'eau, ma facture d'électricité. Donc, il pourra se dire, ah oui, au niveau de mes toilettes, plutôt que d'avoir je donne des exemples concrets pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre de quoi je parle. Plutôt que de mettre les toilettes à une chasse, là, je mets les toilettes à double chasse. Comme ça, là, si en fonction de l'usage, je peux réduire la consommation. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces comme ça là qui sont possibles à mettre en place. Et derrière, la personne va atteindre son objectif. Elle est dans une démarche écologique, même si de fait, son bâtiment initial n'était pas forcément construit dans ce sens-là. Oui, ok. D'accord. Est-ce que il y a des enjeux liés à l'éco-construction? Ah oui, il y en a plusieurs. Là, on est en plein dedans, il faut s'y mettre. Les enjeux, ils sont vraiment... Je peux aller du simple au plus grand. On peut répondre à cette question en regardant les échelles. On peut rester à l'échelle de l'humain, donc toi, moi et tous ceux qui nous écoutent, et à l'échelle de la planète. À l'échelle de l'humain, avoir une maison qui est éco-construite, c'est dit que, ah oui, je vais moins dépenser. Sur du long terme, ma maison va me revenir moins cher parce que j'aurai optimisé mes consommations, je serai dans une maison qui consomme moins, et je pourrais toujours avoir la ressource, c'est-à-dire en termes d'eau. J'aurais peut-être pensé à mettre une fontaine à eau, un système de récupération d'eau de pluie qui me permet d'éviter des pénuries. Donc sur le long terme, je gagne sur ces sujets-là. Derrière, on peut adresser la notion de confort. Le confort, ça c'est des choses qu'on va ressentir directement lorsqu'on sera dans sa maison. Et derrière, d'autres sujets comme la qualité de l'air intérieur qui peuvent aussi être connectés. Ça c'est ce que nous, à notre échelle, à nous humains, nous individus, on peut percevoir. Surtout que j'ai parlé de l'aspect économique qui est le nerf de la guerre. Les gens ont de plus en plus, ils sont regardant sur leur sou et se disent que, ah oui, sur 25 ans, je suis capable d'économiser. C'est tangible, c'est réel et ils vont comprendre que c'est un vrai sujet. À côté de ça, je sors de chez moi en plein Douala où Yaoundé. C'est horrible. Et quand je rentre chez moi, je retrouve un cocon où il fait tout bon. C'est bien, quoi. La température, c'est 37,
température normale, on sera dans les bonnes conditions. Et maintenant, je disais à l'autre échelle, à l'échelle plus grande, donc je laisse tout ce qu'il y a entre l'échelle individuelle et le dernier palier qui est l'échelle de la planète. Parce qu'il y aura d'autres éléments en termes de... Si on va à l'échelle de la ville, on pourra avoir plein de bénéfices. Comment la ville sera organisée, la manière dont les gens vont se sentir dans la ville, les services, comment ils seront distribués. Et derrière, on continue de cumuler ces petites actions-là qui permettent de réduire les impacts de carbone, parce que ça, c'est ça qui a une grosse incidence à l'échelle planétaire. Et donc, si chacun d'entre nous fait une petite action pour réduire ces émissions-là à grande échelle, on sera tous bénéficiaires parce que on va continuer de monter, mais on va quand même essayer de calmer la cadence pour que ça arrive moins vite et que nos enfants et les futures générations puissent quand même bénéficier d'une planète qui sera quand même vivable. Donc voilà un peu. Celui qui veut par exemple construire sa maison de façon écologique, est-ce qu'il y a on peut parler d'un coût plus élevé que d'une maison ordinaire? Ça, c'est une question qui revient de plus en plus en privé parce que de plus en plus de gens s'intéressent au sujet. Ils se disent, ah oui, si je vais construire ma maison aujourd'hui, il faut quand même que je fasse les choses bien. Je me rends compte qu'il fait chaud. Donc, il faut pas que je me retrouve dans une situation où je commence à dépenser plus à cause de ça. Donc, les gens se demandent, ah oui, est-ce que ça coûte plus cher ou c'est vraiment si moins cher que ça? Et là, du coup, je vais nuancer mon propos en disant qu'il faut regarder à deux échelles. Si, à deux niveaux, pardon, c'est pas forcément une question d'échelle, mais si on regarde à l'échelle au niveau actuel, donc autant T, quand tu me poses la question, je veux construire, est-ce que ça va me coûter plus cher? Je vais dire oui. Ça risque de te coûter plus cher qu'une maison classique parce que il y a certaines intentions qui seront portées où il faudra mettre les moyens pour être sûr que tu as pris en compte un maximum de sujets et que ta maison soit en 360 degrés, tu as balayé les sujets de confort, de réduction d'énergie, d'anticipation, d'atténuation du changement climatique, de récupération d'eau pluviale, ainsi de suite. Donc tout ça, si tu dois gérer tous ces sujets-là et avoir une maison qui soit autonome, passive et frugale, ça va forcément un peu te coûter plus cher. Surtout que à l'échelle de... Moi, je parle de mon expérience au Cameroun. Lorsque on regarde rapidement le ratio brique, dans la brique de terre et le parpaing, la brique de terre, généralement, pour ceux qui commencent à commercialiser ce matériau-là, ça va être un peu plus cher. Un peu plus cher. Elle pèse beaucoup plus lourd. Ça veut dire que si on est sur une structure en béton, on va devoir dimensionner mieux les poutres pour reprendre les efforts. Donc, ça a une petite incidence. Je ne peux pas donner un ordre de grandeur, mais ce sera un peu plus cher qu'une maison. Mais ce n'est pas systématique parce que les gens peuvent aussi revoir à la baisse leurs aspirations. Plutôt que d'avoir une grande maison, ils peuvent juste avoir une toute petite maison qui sera toute douillette, à bonne échelle, mais qui va rentrer dans leur budget. Donc ça dépend de ce que les gens veulent proposer. Et maintenant, le deuxième niveau que je voulais mentionner, c'est le fait nous, ça on le fait systématiquement depuis un moment, c'est d'évaluer l'amortissement de l'investissement sur du long terme. Parce qu'une maison, c'est pas un ouvrage qui est là pour 2 ans. C'est quelque chose qui reste 50 minimum. Quand on fait les études de carbone, on étudie les émissions de gaz à effet de serre sur au moins 50 ans. Et après, la maison va perdurer. Et donc, lorsqu'on va sur cette temporalité-là et qu'on évalue, on compare une maison classique à une maison frugale. Le deuxième niveau, il faut évaluer cette question, c'est sur le long terme, où on va essayer de voir le retour sur investissement, l'amortissement de l'investissement qu'on fait au départ. On se rend compte que, en tout cas, lorsqu'on compare, généralement, si un projet est bien exécuté, la maison frugale, elle revient moins chère sur du long terme. Parce que, dites-vous dans le temps, si vous notez dans votre panier d'analyse l'investissement initial, après vous avez les coûts d'entretien de la maison, vous avez les factures d'électricité, les factures d'eau, etc. Et là, quand vous prenez la maison frugale et la maison traditionnelle les maisons traditionnelles qu'on n'arrête pas de faire, là, qui moi m'exaspère, oui, on se rend compte que oui, les économies là vont faire en sorte que la maison qui est pensée durablement, va revenir moins cher. Et surtout un dernier élément que je n'arrête pas de mentionner, qui n'est pas forcément quantifiable en termes de coût, c'est le bien-être, c'est le confort des gens. Je ne sais pas quand
la paix, je sais pas, éviter le stress, ne pas avoir chaud, ça calme Oui. l'esprit et ça peut même de vivre plus longtemps. Donc je le dis D'accord. peut-être en Ouais. langage courant pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Si vous vous dites que pendant 50 ans, pendant 20 ans, vous allez vivre dans une maison qui fait Oui. tellement chaud, et vous avez tout le temps chaud, vous devez acheter les ventilateurs, tout le temps être en train de vous souffler comme ça chaque fois que vous rentrez. À côté, il y aura les moustiques, ainsi de suite. Entre ça et une maison où vous allez peut-être mis, je sais pas, 20% de plus au Ouais. départ, et derrière, quand vous rentrez, vous êtes posé, il Un fait peu de bon paix. vivre. Même seulement le mindset, ça change. Et ça, ce n'est pas forcément quantifiable, mais ça va se faire ressentir dans la manière dont vous vivez au quotidien. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on continue à mettre en avant, parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être confortable chez soi. Mm. D'accord. Alors, on rebondit un peu sur les matériaux qu'on Ah, utilise bien, à part on a parlé de quoi déjà? Des briques. oui. À part ça, qu'est-ce qui est généralement utilisé dans la construction même? Dans la construction durable, dans la construction écologique, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, quand j'ai défini un peu le conseil écologique, j'ai dit on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a sur place. Et ce qu'on a sur place, c'est la terre. Ça, c'est qui est connu par la plupart d'entre nous. C'est le bois. C'est le bois. Ça peut aussi être un mix de beaucoup de choses. Parce que moi, ce qu'on apprend en école d'ingénieur, pour maintenant, parce on nous forme de Oui. plus en plus sur ces sujets-là, c'est le béton. Le béton, il s'est imposé à nous parce qu'il fallait construire rapidement. Il fallait. Ouais. Il n'est pas forcément à rejeter, mais faut l'adapter pour qu'il soit bien remis, mais pas forcément une solution systématique. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des mix à structure béton, remplissage Oui. en briques de terre. Ça se fait bien parce que on sait qu'on a perdu les savoirs et on n'a pas encore trouvé une bonne manière d'adapter, de construire des maisons qui sont adaptées aux contemporains, donc à l'époque actuelle, Oui. pas des grands bâtiments de R+10, que sais-je, qui sont donc en briques de terre. Ce n'est pas encore possible de le faire. Peut-être il y a dans certains pays, ils arrivent déjà à construire comme ça, mais en briques de terre, on ne sait pas encore. Il y a peut-être des portées, on peut aller à R+2, mais aller plus loin serait compliqué. Donc on peut se dire, ok, on fait un mix, on réduit la consommation de béton qu'on injecte sur le projet, on l'utilise au niveau où il est le plus utile, ça veut dire la structure, parce qu'elle a ça a de bonnes, parce que le béton a de bonnes performances. Du coup, en termes de remplissage, le remplissage, c'est vraiment que du remplissage. Je peux utiliser ma brique de terre et derrière ma brique de terre va me permettre d'assurer le confort hygrothermique dans ma maison. À côté de ça, le bois, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à bien travailler le bois chez nous, puisqu'il y en a. Il y a de rares édifices qui ont été faits en bois, comme je sais pas, les cathédrales de Mvoli, comme ça, qui sont de belles bâtisses. Mais le savoir, il est titubant parce que trouver des artisans qui savent encore travailler nos matériaux d'avance, c'est compliqué. Oui. Pour peut-être petit retour d'expérience, moi je me rappelle, pendant mon stage de fin d'études à Polytechnique de Yaoundé avec un de mes professeurs, le professeur Pétan, nous avons travaillé avec la commune de Baganté, où il fallait proposer un modèle de kiosque éphémère, mais qui soit quand même rapide à faire, adapté au contexte. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'on a autour de nous. On avait des bambous. On avait des bambous dans des champs à côté. On avait les raffias. On a cherché les bambous. C'était un peu compliqué parce que puisque de plus en plus on n'en fait plus, il y a trouver les personnes qui déjà savent où il faut aller chercher la ressource, c'est compliqué. Trouver en grande quantité, c'est compliqué. Trouver ensuite les artisans, c'est compliqué. Mais on a réussi à faire des kiosques qui étaient très bien. Les toits, c'était avec des raffias. Ça c'est des métiers qui restaient avant. Moi, je me rappelle, mon papa, il m'a dit quand il était petit, pour gagner son petit argent de poche, il faisait du tissage de raffia. Et c'est ça qu'on mettait au niveau des toits. Ça se faisait normalement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est difficile aujourd'hui de dire, de directement transposer les modèles anciens, les modèles qu'on avait avant dans nos architectures vernaculaires pour avoir des maisons qui soient, je ne vais pas dire contemporaines en mode on veut juste avoir une toiture ou des grands immeubles, mais qui sont adaptés aux besoins actuels. On a besoin de beaucoup de bâtiments, qui a la crise du logement un peu partout. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà qu'une maison traditionnelle, elle se fait avec beaucoup
c'est de l'art même. Quand on dit que les artisans travaillent, c'est de l'art. Il faut tisser, il faut prendre les briques, il faut bien les aligner, il faut ces personnes-là. Donc, il n'y a pas forcément le temps, il n'y a pas forcément la ressource humaine, parce que le savoir, c'est un peu perdu, égaré. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on cumule ces questions. Il y a plein d'architectes qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets-là, qui se demandent comment est-ce qu'on peut vraiment faire revenir les savoirs d'avant, ce qu'on avait comme identité culturelle, parce que c'est aussi de la culture qu'on véhicule avec ce qu'on avait comme architecture d'avant. Comment est-ce qu'on peut retranscrire ça dans nos modèles actuels? Et ça sera peut-être jouer sur des mix de matériaux, faire des éléments un peu porteurs qui demandent beaucoup, qui doivent supporter beaucoup d'efforts, mettre ça avec de l'acier ou du béton qui sera facile à mettre en place, et derrière faire quand même un mix avec du bois, de la brique de terre pour apporter cette touche de chez nous, quoi. Donc moi je trouve que c'est comme ça qu'on pourra trouver une solution, mais ça se fait. Les gens essaient de trouver des méthodes. Il y a d'ailleurs une promotrice que j'admire beaucoup, qui est au Cameroun, qui est promotrice de l'entreprise Millennium Immobilier, Ghislaine Tessa. Elle est là, elle y tient depuis plusieurs années. C'est même qui m'a plus ou moins introduite au milieu du green building au Cameroun. Et elle a tout fait pour montrer aux gens que c'est faisable. Elle a fait un démonstrateur à Douala, où il y a une maison en remplissage par pain et structure béton. Et direct, les gens, quand ils viennent, ils peuvent voir, ils peuvent sentir qu'il y a une différence. Quand on rentre, il fait moins chaud à l'extérieur. Et c'est en faisant des mix comme ça qu'on peut commencer à proposer. Parce que derrière, il faut que ça produise. Les gens n'ont pas de logement, donc il faut qu'on puisse être capable de produire ces logements-là. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner. D'accord. En Afrique, quel est l'état des lieux, je vais dire, parce que c'est l'une des solutions majeures quand même, l'éco-construction, vu les changements climatiques. Je pense que c'est l'une des solutions, des grandes solutions majeures, même dans la construction. Mais déjà, quel est l'état des lieux en Afrique, ou je vais dire au Cameroun, pour rester dans le contexte, quel est l'état des lieux? Est-ce que ils connaissent ça? Est-ce que les populations connaissent que voilà, il y a une solution? Comment ça se passe en fait? Parce que on peut en parler, mais bon, peut-être c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, qui a vraiment une solution. Parce que plus les années passent, plus on se rend compte que le changement climatique vraiment s'installe vraiment. Donc, comment communiquer ça autour de... Vraiment, il faut que les gens sachent que c'est très important. C'est une grande solution. Moi, je souris parce que je vais dire quelque chose qui est assez drôle en faisant un peu la chronologie des événements depuis un certain nombre d'années sur ce sujet-là. Mais avant, je vais revenir un peu peut-être sur ce que tu as dit en amont, là, en disant que les constructions, c'est l'une des solutions majeures. Oui. On peut dire ça, mais moi, je veux préciser que c'est beaucoup plus la démarche durable qui est intéressante. C'est ça qu'il faut intégrer en se disant, lorsqu'on construit une maison, on pense pas juste au là. On pense au après, au demain. Et lorsqu'on se dit on est dans une vision long terme, il y a beaucoup de sujets qu'on peut anticiper. Surtout lorsqu'on sait que oui, bientôt il y aura, même l'eau sera un sujet. L'eau sera un sujet, la chaleur sera un sujet. Donc il y a tellement d'éléments. Et lorsqu'on se dit, ah ok, il faudrait que mon bâtiment ou même ma ville, parce que ça se décline aussi à l'échelle urbaine, ma ville soit vivable à tel horizon, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et c'est toute une méthode, toute une démarche. C'est ça qui est intéressant. Mais je précise aussi que il faut pas qu'on tombe chez nous en Afrique dans je sais pas, il faut pas se précipite. Il faut pas juste dire, ah oui, le durable c'est trop bien et mal exécuter la chose. Parce que derrière nous, on a encore beaucoup de sujets chez nous. Beaucoup de sujets, surtout en ce qui concerne la sécurité et la qualité des bâtiments. Moi, personnellement, dans ma position d'ingénieur, je suis tout le temps désolée, dévastée lorsque j'apprends qu'il y a un immeuble qui s'est effondré, lorsqu'il y a des personnes qui sont... La dernière catastrophe qu'on a eu dernièrement avec l'éboulement de terrain, qui a tué combien de personnes? Quelqu'un aurait pu dire, ah, je fais mon green building. Il n'a pas fait son green building là-bas. Et puis, ça tout tombé. Voilà. Donc, juste dis aux gens qui nous écoutent que il faut pas jamais se précipiter. Et c'est pour ça que je mets en avant le fait que c'est toute la démarche qui est intéressante. Ça veut dire, lorsqu'on pense à un projet, on passe déjà long terme. Long terme, on dit, à l'échelle de la planète, quels sont les sujets? Il y aura le réchauffement climatique, le sujet de l'eau, le confort des habitants, ainsi de suite, on décline les sujets et
en première position, on pense à la sûreté des biens et des personnes parce que quand quelqu'un va chez lui, c'est pour être en sécurité. Ouais. Et donc, il faudrait que nous, les professionnels, on se dise, lorsqu'on accompagne des personnes ou, comme chez nous, c'est un peu l'anarchie, chacun se lève, il dit qu'il est maçon, il trace sa maison, il part construire. C'est dommage, mais lorsque, même si quelqu'un nous écoute et qu'il voulait construire sa maison, qu'il se dise, qu'il ait cette réflexion-là, et cette réflexion-là va l'amener à changer 2-3 petites choses qui pourront l'aider à avoir une maison un peu plus performante, tant sur la manière de l'implanter que sur sa conception, son design, et les petits à côté qu'il pourra mettre en œuvre dans son bâtiment, creuser un puits par-ci, tourner la fenêtre comme ça pour que ça soit protégé du soleil. Ça, c'est des petits sujets qui sont importants, et moi, je ne les ignore assez. Moi, j'ai commencé ma formation par génie civil. Génie civil, c'est le calcul de structure. La structure, c'est qui porte la maison. Donc, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut que le bâtiment soit implanté sur de bonnes fondations. Il faut que les fondations soient dans un sol qui soit bien. Donc, tous les métiers qui sont autour, le topographe, le géotechnicien, l'ingénieur génie civil, tout ça, c'est des métiers qu'il faut vraiment qu'on considère de plus en plus chez nous. Et qu'on les mette en avant et qu'on les laisse faire leur travail et que nous, ingénieurs, on fasse bien notre métier. Parce que derrière, c'est des gens, c'est des vies qu'on essaye de protéger. Justement. Ok, et maintenant, ça c'était vraiment pour que je tenais à cœur de préciser ça parce que c'est important. Surtout que chez nous, il n'y a pas de cadre, beaucoup de choses sont encore à mettre en place. La réglementation en termes de construction, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore mettre en place. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que j'ai oublié la question? Est-ce que en Afrique, quel est l'état des lieux? Comment est-ce que c'est l'avancée? L'état, oui, je riais quand on me posait la question parce que je disais que j'allais mettre un peu la chronologie. C'est encore la pensée commune lorsqu'on va dire, on va faire un bâtiment écologique, on va dire, ah oui, c'est la maison du village. Ah oui, c'est la maison du village. Pourtant, c'est pas ça. C'est strictement pas ça. Et je pense que ceux qui vont écouter ou qui nous écoutent aujourd'hui ont compris un peu la démarche, ce que ça implique et comment est-ce qu'il faut changer de paradigme dans la manière de construire. Et maintenant, en termes d'état des lieux, c'est encore difficile parce que c'est encore quelque chose que les gens découvrent. Oui. Nous-mêmes, dans ce webinaire, j'ai évoqué des questions que moi-même je me pose. Comment est-ce qu'on peut retranscrire nos modèles d'architecture anciens qui étaient durables pour le coup parce qu'on construisait avec ce qu'on avait sur place. On construisait avec la terre, avec les raffias, on construisait ce qu'on a sur place. Et chaque environnement avec des ouvrages, des bâtisses différentes. On reconnaissait la maison du Pygmée, on reconnaît le Lamida, la maison du Lamido, pardon. On reconnaît les Kaman Mousgoum, on connaît parce qu'ils ont dit, on a trouvé ça, on fait avec ça. Maintenant, comment est-ce qu'on retranspose ça dans un contexte de ville, donc où la vie tend à s'urbaniser, où il y a vraiment un gros besoin, parce que la population fait commenter, les besoins font commenter. Comment est-ce que ça, c'est des réflexions que nous, ingénieurs, se posent. Donc, on est encore en train de faire l'état des lieux, donc l'état des lieux en cours. Mais derrière, ce que je peux dire, c'est que ceux qui s'intéressent au sujet, il faut essayer de suivre des personnes qui travaillent sur ces métiers-là. Comme moi, par exemple, moi, je ne manque jamais de partager. Parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne. J'en parle un peu sur tous mes réseaux, sur tous mes réseaux. Il y a des personnes que je suis qui aussi motivent ça. Je reste vraiment à l'échelle africaine parce que je ne veux pas forcément qu'on va au-delà. À l'extérieur, c'est d'autres sujets. Eux, ils ont d'autres sujets, d'autres problème. Nous, on est encore en train de mettre en place une réglementation pour déjà construire que la maison soit sûre. Maintenant, derrière, on peut maintenant cumuler ces sujets-là de sécurité, qualité, parce que la qualité aussi bien, qualité et écologie directement pour se dire, OK, on donne une réponse qui soit faite clé en main. Alors que eux, ils ont déjà passé le cap de sûreté. Ils sont maintenant, oui, OK. Maintenant, là, on veut baisser les degrés. Parce que eux, ils consomment beaucoup plus que nous en termes de ressources, d'énergie. Donc ça, eux, ils ont d'autres sujets. Nous, à notre échelle, on veut construire des maisons pour la plupart des Africains, la plupart des Camerounais. Comment est-ce qu'on met ça en place sans émettre plus de carbone, en ayant des maisons qui soient durables sur le long terme. Donc aujourd'hui, on doit accumuler ces sujets-là et sur chaque projet trouver des réponses. Donc, l'état des lieux, je dirais qu'il y a des collectifs à suivre. Moi, je suis très, très heureuse de voir qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Jutsa,
qui est urbaniste, qui a créé un collectif, ça s'appelle AIN, African International Network. Ils travaillent vraiment sur les sujets d'urbanisme. Ils font pas que travailler. C'est un groupe de professionnels, des architectes, des urbanistes, qui se posent des questions. Donc, ils font un peu le tour des grandes villes africaines. Ils posent les questions de la ville, comment est-ce qu'on construit la ville. Parce que là, aujourd'hui, on a juste parlé du bâtiment, mais le bâtiment, il s'intègre dans un contexte. Le contexte, c'est la ville autour, parce que, bon, on soit dit les choses de plus en plus vraies. La ville va s'imposer à nous d'ici 2050. La plupart d'entre nous, on sera dans des villes, même moi qui suis de Baranté, Baranté c'est une ville. Je peux dire que Baranté c'est le village. Donc il y aura d'autres sujets, d'autres thématiques. Il faudra commencer à les adresser. Eux, ils se baladent un peu comme ça. Ils produisent des notes techniques. Ils répondent à des questions avec les inputs des professionnels qui viennent nourrir ces réflexions-là. Et ça, c'est super intéressant d'avoir des collectifs comme ça. Là. Après, comme acteur sur le terrain, moi j'ai cité Ghislaine Tessa, qui elle est vraiment engagée sur ce sujet-là. Et après, il y a d'autres personnes qui essayent de faire. Mais tant qu'on n'aura pas encore résolu le problème d'encadrement du métier, de la construction, du domaine de la construction en Afrique, au Cameroun en particulier, d'organiser, trouver des normes, des réglementations. Et dedans, déjà adresser un cahier de charges qui sera directement axé durable, on ne pourra pas avancer. Et ça, c'est vraiment un des sujets que, tant qu'on va parler d'éco-budget d'ici la fin, mais moi, c'est un des sujets que mes collaborateurs, moi, on a à cœur d'adresser, de proposer comme une note technique qui donne des directives en fonction des contextes. Donc, par exemple, à l'échelle d'une ville ou d'un département, comment est-ce qu'on doit construire dans ce département-là pour respecter un certain nombre de choses et répondre à un certain nombre de sujets qui sont liés à l'eau, à l'énergie, au confort des habitants, réduction des émissions. Donc ça, c'est comme ça que ça devrait s'organiser. Et moi, je suis sûre que commencer à travailler sur un tel document directif, ça va donner un peu du mou à ce mouvement-là qui est en train de se mettre en place. Et derrière, il faudra que le politique, donc le gouvernement accompagne ça. Mais déjà, il faut le proposer. Et c'est ça que nous, on travaille. Donc, du coup, vous prenez l'accompagnement des professionnels. On a EcoBuild qui est votre entreprise déjà qui est engagée dans la construction durable. Pouvez-vous nous en dire plus parce que vous également, vous êtes dans cette démarche-là de prôner la construction durable. EcoBuild, c'est quoi exactement? EcoBuild, c'est quoi? On dirait que j'entends mon père me demander la question. Bon, EcoBuild, c'est quelque chose qui est né, qui s'est un peu imposé à moi. Parce qu'on va dire les choses clairement, au Cameroun, il n'y a pas forcément de débouché pour le domaine de la construction. Généralement, nous, on fonctionne en WhatsApp, mais mes promotions sont passées par là, vont comprendre de quoi je parle. Parce que le marché est assez bouché. Il y a des anciennes entreprises qui sont soit des grosses têtes qui ont fait leur chemin depuis un certain nombre d'années, qui sont imposées. Je parle de Djemo qui fait du très bon travail. C'est un de nos profs qu'on admire le plus. À côté de ça, il y a d'autres filiales étrangères qui viennent prendre des parts de marché. Et derrière, on est aussi dans un contexte où les particuliers, donc les potentiels clients, ils ne font pas appel aux ingénieurs. Donc, c'est compliqué de proposer quelque chose, d'avoir un débouché, de se dire que tu vas trouver une entreprise qui va t'engager directement après ton diplôme. Donc, ça s'est un peu imposé à moi. Moi, j'ai créé mon entreprise. Surtout que j'étais portée par cette démarche-là. Donc, c'est un bureau d'études. Et je me suis dit, bon, on va faire les choses autrement. On va faire les choses autrement. Aujourd'hui, les bureaux d'études, ils font juste simplement les choses. On te propose une conception, rapidement, on te trace des murs, on essaie d'optimiser un peu en fonction de ton goût, on te fait une 2D rapide, 3D rapide, après on lance le chantier. Mais il faudrait qu'on s'intéresse au sujet de durabilité, parce que demain, il faut que la maison soit viable. Et comme le public n'est pas encore au courant que ce sont des thématiques clés, nous, on s'est dit qu'on va se positionner dessus. Ça veut dire qu'on on continue à exercer notre métier d'ingénieur. Donc, on accompagne tout ce qui veut se construire. Mais derrière, on met cette touche qui est à la fois, qui sensibilise et qui permet d'apporter un produit fini qui est plus qualitatif à nos clients. Donc, c'est comme ça qu'on fait concrètement. Ça veut dire que non, déjà, les personnes avec qui on travaille, on travaille directement avec des architectes parce que les architectes ont besoin de nos services pour optimiser leur conception. Avec optimiser leur conception, ce qu'on fait, c'est proposer des études d'ensoleillement, d'irradiation,
concrètement, j'essaie d'être plus concrète, comme ça ceux qui nous écoutent comprennent. Calculer le flux solaire que votre maison va recevoir sur toutes les directions. Comme ça, on sait comment est-ce que ça va chauffer, quelle façade sera plus exposée. Et derrière, on propose des stratégies pour peut-être protéger plus telle fenêtre. La fenêtre à l'ouest, il faudra mettre tel type de protection, une casquette qui va permettre de couper les rayons solaires. Et comme ça, vous serez un peu à l'ombre à l'intérieur et le soleil il ne va pas beaucoup entrer. Je dis ça terre à terre comme ça là. Après, ce sera des études un peu d'analyse de site où on voit dans quel contexte le bâtiment il va s'intégrer et qu'est-ce qu'on peut proposer. Est-ce qu'on peut étudier aussi la gestion des eaux pluviales, comment est-ce qu'on gère les déchets, même si il y a des stratégies qui peuvent être mises en place sur cette thématique-là. Et ça, c'est des architectes, on travaille avec des architectes à qui on peut proposer directement ces services-là. En plus de ça, il y a les accompagnements en termes de certification environnementale. Les certifications environnementales sont très peu connues sur le continent, mais les pays anglo-saxons viennent de plus en plus avec parce que ça tend à se démocratiser. Les gens comprennent que c'est utile, surtout pour les gros promoteurs qui veulent avoir accès à des crédits. Valider le fait que tu as eu une démarche écologique sur ton bâtiment avec un label, une certification, te donne accès à certains crédits. Et donc, les promoteurs qui ont vraiment de gros projets. Le cas du Douala Grand Mall. Douala Grand Mall, c'est le premier bâtiment en Afrique centrale qui est labellisé EDGE. EDGE, c'est une certification environnementale. Moi, je suis experte EDGE, qui a été mis en place par la Banque mondiale pour s'adapter au contexte des pays africains parce que les autres certifications internationales étaient un peu trop strictes. Il y a vraiment trop de... Si je rentre dans le sujet là, je vais vous perdre. Il y a vraiment plus de sujets, il faut être plus méticuleux dans la manière de répondre. Et il y a aussi ce sujet de données qu'on n'a pas forcément sur le terrain, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ils ont proposé une certification qui est adaptée. On peut juste faire une comparaison entre un cas classique qui se ferait dans la zone et un cas optimisé. Donc nous, les ingénieurs construction durable, on vient proposer à notre client en faisant plus que la moyenne. On diminue les consommations d'eau, on réduit les consommations d'énergie, on améliore le confort et ça, c'est valorisé. Derrière, le promoteur, il obtient sa certification et ensuite, il peut avoir des prêts. Donc, c'est comme ça que l'opération du Douala Grand Mall s'est faite et on en est fiers, c'est pas mal. À côté de ça, on peut travailler directement avec des particuliers. Les particuliers peuvent venir vers nous en disant « Ah, moi, je veux bien une maison. » S'il a peut-être déjà une idée, on peut travailler sa conception et l'orienter pour qu'elle soit plus durable, plus écologique. On va regarder le sujet de ventilation naturelle, les typologies des matériaux et ainsi de suite. Et derrière, on fait nos métiers de cœur. Moi, je suis quelqu'un du terrain. Vous avez dit au début en présentant mon parcours, moi, j'étais sur le terrain pendant un peu plus d'un an. Moi, j'aime aller sur le terrain parce que c'est bien de voir ce qu'on a proposé. Donc, nous, on continue à faire de la réalisation, la maîtrise de l'exécution. C'est comme ça que je préfère résumer parce qu'on n'est pas une entreprise, on n'a pas des ouvriers clés prêts à travailler, mais on fait de suivi, donc de la validation de l'exécution des projets. C'est ce qu'on fait. Donc, toute notre vision, ça, aujourd'hui, j'ai trouvé des collaborateurs qui portent même, parce que moi, je ne suis même plus très impliquée dans les sujets. C'est des collaborateurs qui sont sur place, qui portent la vision, qui ont adhéré au projet et qui continuent de nourrir cette vision-là. Et ça se passe plutôt bien parce que de plus en plus, les gens, ils nous appellent. Ah oui, on veut... Est-ce que ça peut se faire? Ah oui, est-ce que ça va me coûter plus cher de faire en brique? Je te rappelle. Donc, nous, on en est très fiers. Surtout qu'on essaie de communiquer et de sensibiliser les gens sur les avantages d'avoir une maison écologique. Parce que c'est utile. Et que l'écologique, ce n'est pas strictement avoir de la brique de terre. On peut très bien faire une maison en papier, mais il y a un certain nombre de choses qu'on va penser en plus qui vont faire la différence par rapport à une maison classique. Donc, voilà un peu ce qu'on fait chez EcoBuilder. D'accord. Justement, à l'idée de parler de ça sur le terrain, les gens sont de plus en plus ouverts, c'est ça? Oui, c'est même pas qu'ils sont... Bon, ils sont ouverts, ça veut dire qu'ils se posent des questions. Ils se disent... parce que déjà, quand même, l'audience que j'ai, c'est des personnes qui sont à peu près dans ma tranche d'âge. Donc, qui sont entre 25 et 40 ans, qui se disent « Ah, je vais enfin me construire, mais il ne faut pas que je fasse des choses mal. » Puisque j'en parle, je rabâche, les gens reviennent vers moi en me posant vraiment des questions précises. Est-ce que je peux mettre le bois? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Donc, il y a cet intérêt-là qui commence à grandir, mais il faut maintenant qu'il passe à l'action. Et c'est chacun qui est maître de son projet. C'est chacun qui est maître de son projet, qui décide de quelle intention il veut porter. Et nous, on est prêt à le décliner en termes
d'espace. On va organiser l'espace, dimensionner les ouvrants, ainsi de suite. Donner, porter une stratégie, faire en sorte que le projet il corresponde à ce que vous avez posé et mettre notre touche qui fera la différence lorsque vous allez habiter dans votre bâtiment. Donc voilà. D'accord. D'accord, intéressant. Alors là, pour terminer, on va parler de vos défis sur le terrain. Quand vous allez sur le terrain, vous faites forcément peut-être face à certains défis, les réalités, les challenges. Voilà, quels sont